Voilà. Eh bien, il est 19h35. Nadia, je vais partager mon écran et mettre le premier. Alors, je vais mettre en diaporama à partir du début. Ah, évidemment, mon ordinateur. C'est pas grave. Je vais introduire en disant que on a vu qu'il y avait de nombreuses questions, donc de nouveau sur la prestation de compensation du handicap. Donc ça nous a donné à réfléchir sur le format parce que là, comme vous l'avez vu, comme c'est une première initiative sur les droits MDPH, sur un espèce de diaporama général où on a fait un peu le point sur les différents droits et aides donc qu'il est possible de mobiliser auprès de la MDPH notamment. Compte tenu des nombreuses questions et des réformes à venir, notamment sur l'allocation adulte handicapé, on envisage l'année prochaine de faire un focus principalement sur les CMI et l'AH pour permettre donc plus de détails avec cette fois un échange direct avec vous et un deuxième temps avec un focus sur la PCH qui sera beaucoup plus détaillé parce que on a bien vu au regard de vos questions que c'était une nécessité. Aujourd'hui, on va poursuivre donc avec trois dispositifs pour lesquels vous aviez de nombreuses questions. En réalité deux, puisque vous aviez plutôt évoqué le SAVS et le SAMSA. Je me suis permise d'ajouter le groupe d'entraide mutuelle parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir un élément de comparaison par rapport à ce dispositif. Et puis, on poursuivra avec la complétude du dossier administratif et du certificat médical, qui sont deux éléments absolument cruciaux à formuler auprès de la MDPH. Alors, je vous propose de débuter d'abord pour dire que la MDPH, elle n'évalue pas une pathologie. Elle évalue, comme je vous l'avais dit lors de la première séance, les conséquences de la pathologie. Et pour pouvoir comprendre comment fonctionne la MDPH, il faut pouvoir comprendre et définir ses besoins. Et pour définir ses besoins, il faut savoir un peu comment fonctionnent les dispositifs. Quel public il concerne, quels objectifs il vise, pour savoir si effectivement ça correspond aux besoins. Vous allez m'entendre énormément parler des besoins parce que c'est vraiment un mot-clé. Alors, je voudrais commencer par le groupe d'entraide mutuelle. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, il y en a sur l'ensemble du territoire maintenant. Donc, c'est un dispositif en fait de soutien à la vie sociale des personnes qui souffrent de troubles psychiques et qui a une particularité, c'est qu'il est fondé sur l'entraide entre pairs. Il n'est ni médicalisé, ça c'est extrêmement important, ce n'est pas un lieu de soins et ça n'est pas un établissement médico-social. Et c'est l'une de ces grandes différences entre le SAVS et le SAMSA. C'est quoi ces objectifs au groupe d'entraide mutuelle que vous connaissez certainement, certains d'entre vous? C'est d'abord de rompre l'isolement, hein, puisque on peut avoir des proches qui, du fait de leur pathologie, peuvent s'isoler, être moins dans l'interaction sociale, se sentir incompris. Donc, c'est de se retrouver entre pairs, pouvoir s'entraider, pouvoir interagir au travers de différents ateliers. Donc, c'est, comme je viens de l'évoquer, c'est favoriser le lien social et la participation, et ce qui permet de remettre en route de quelque chose, de retravailler son estime de soi, de pouvoir échanger avec des gens qui nous comprennent de ces difficultés. Et donc, c'est une sorte de soutien, en fait, au rétablissement. Et ça permet aussi, à travers de toutes ces interactions, ce lien social, cette rupture contre l'isolement, de retravailler la confiance en soi. Et donc, redonner confiance et encourager l'autonomie. Alors,
Je te Oui, partage une remarque, Nadia. Alors, sache que j'affiche bien maintenant mon écran et qu'on est bien sur la page du GEM. Et j'aime. il y a une remarque qui dit, oui, mais parfois, ils sont pas en capacité de rentrer dans ce type de structure, trois points d'interrogation. J'y Et viens, comment les amener vers ces structures? j'y viens, parce que le GEM, c'est un peu particulier. C'est la distinction entre les CRS et le SAMSA, c'est que d'abord, donc le public concerné, c'est quand même déjà des personnes qui sont stabilisées ou qui sont en sortie de soins. Et c'est pas négligeable parce que le GEM nécessite de fait une démarche volontaire. Hein. On ne peut pas les obliger. C'est à la personne concernée de se dire je vais au GEM, j'y participe, j'ai envie d'être dans cette interaction-là. Et la particularité aussi, c'est que le groupe d'entraide mutuelle ne nécessite pas d'orientation MDPH. La clé, c'est vraiment la démarche volontaire et on y entre par le biais d'une adhésion. Donc, démarche volontaire, adhésion et situation stabilisée. Donc, on ne peut pas obliger les personnes qui ne souhaitent pas adhérer à y aller, c'est impossible. Ça ne fonctionne pas et ça n'est pas un lieu de soins. Donc, hormis en parler, y aller, je sais que par exemple, moi j'ai accompagné un jeune qui nécessitait, donc qui relevait d'un GEM. Ce qu'on a proposé, c'est qu'on a proposé d'accompagner le jeune au sein du GEM pour voir quelles activités étaient proposées. Et puis, donc, ils ont possibilité, selon les GEM, soit d'être reçus en atelier l'après-midi ou toute la journée. Lui a fait le choix de commencer, par exemple, par tous les mardis sur des ateliers théâtre et d'écriture qui lui plaisent. Et d'autres qu'on a accompagnés, ça n'a pas fonctionné et on ne peut pas les y obliger. Mais au moins, l'idée, c'est de pouvoir les accompagner une première fois et qu'ils puissent savoir que ça existe, qu'ils soient prêts au moment dit, pas du tout, ou plus tard. C'est toujours la problématique. En tout cas, il n'y a pas besoin d'orientation par le biais de la MDPH. Donc, c'est plutôt souple comme dispositif dès lors que on, on rentre, on coche les cases. Malheureusement, c'est toujours une question de cocher les cases. Alors, le GEM, il diffère du service d'accompagnement à la vie sociale. Vous avez posé beaucoup de questions sur ce dispositif. Alors déjà, le service d'accompagnement à la vie sociale, c'est un établissement médico-social. Et donc, il a vocation à accompagner donc les adultes, je dis bien les adultes en situation de handicap psychique, mais on a des SAVS sur d'autres situations de handicap. Hein. Souvent, on a des SAVS dédiés, santé mentale, handicap visuel, handicap moteur. Donc, on a vraiment des SAVS dédiés sur l'ensemble du territoire. Et donc, il a vocation à les accompagner dans leur vie quotidienne cette fois et de les aider également à effectuer leur démarche et à ouvrir leurs droits. Donc, on n'est pas du tout sur la même dynamique. On est sur un GEM au départ sur volontariat où on vient participer à des activités collaboratives, des temps informels, de la co-construction en groupe avec des pairs. On vient échanger sur ces expériences. Le service d'accompagnement social, il a pour objectif, lui, de maintenir et développer l'autonomie, d'aider à la structuration de la vie quotidienne, de faciliter l'accès aux droits et de soutenir l'insertion sociale. Parce que dans les SAVS, on peut avoir donc des travailleurs sociaux, donc ce qui est moins le cas au niveau des GEM. On peut avoir des éducateurs spécialisés selon le service d'accompagnement à la vie sociale. Euh, donc, et Alors, Nadia, j'ai des questions, je me permets de te les oui, pardon, partager. vas-y. Alors, j'ai des questions qui marchent aussi pour le GEM. Hein. Oui. Qui est-ce qui propose le GEM ou le SAVS? Est-ce que c'est le psychiatre? Alors, le GEM,
Ça peut être une démarche volontaire donc de la personne, ça peut être une orientation de l'aidant qu'on entend parler, ça peut être le CMP, ça peut être le psychologue, ça peut être le psychiatre qui oriente vers le GEM. Le SAVSDV, le même public peut orienter vers le SAVS. Par contre, pour le SAVS, une orientation de l'AMDPH est obligatoire. C'est-à-dire que ce n'est pas un dispositif aussi souple. Vous êtes obligé de constituer un dossier MDPH complet avec une demande d'orientation vers un établissement médico-social. Fonction de la situation de l'état de santé de la personne concernée, soit la CDAPH, qui est l'organe décisionnaire de la MDPH, va dire oui, cette personne relève du SAVS, non, elle n'en relève pas. Et donc là, il ne faut pas hésiter à solliciter l'équipe pluriprofessionnelle. Mais ensuite, il y a encore une étape d'après qu'on ne vous dit pas toujours, c'est qu'une fois que vous avez la notification mdph.savs, et c'est valable pour un SAMSA, eh bien, ça ne veut pas dire que vous avez une place. Ça veut dire que vous avez l'autorisation de demander à inscrire la personne concernée dans un SAVS ou un SAMSA. Et ça veut dire qu'ensuite, et pour il va compléter, falloir... parce qu'il y a des questions sur où on trouve les lieux des SAVS. Alors, en Oui, général, la MDPH, quand elle prend sa décision, elle vous remet une liste. Sinon, vous retrouvez la liste des SAMSA et des SAVS sur le portail Via la Trajectoire. trajectoire, tout à fait. Et donc, en fait, une fois que vous avez soit sur la liste, soit repéré le SAVS et que vous avez votre notification MDPH, eh bien, il va falloir remplir ce qu'on appelle, attention, un DUA, c'est-à-dire un dossier unique d'admission. Donc, c'est un dossier où on va vous demander votre identité, les difficultés, les éléments sur l'état de santé. Vous allez l'envoyer à l'établissement qui va étudier le dossier, éventuellement vous proposer des rendez-vous pour passer donc des entretiens d'admission et vous répondre sur est-ce que j'ai des places disponibles, est-ce que je peux accueillir la personne ou non. Et pour le coup, ce processus s'ajoute au délai d'attente de la décision d'orientation et peut durer entre 1 à 2 ans. On ne va pas se mentir, c'est assez long, ça dépend des territoires. Il y a des territoires pour lesquels donc l'orientation et une place en SAVS ou SAMSA peut aller vite. Et il y a des territoires comme certains lieux d'Île-de-France où c'est extrêmement long. Vous voyez, on passe d'un dispositif en GEM plus souple, une simple adhésion, un milieu plutôt ouvert, mais sur un public qui est plus stabilisé ou en sortie de soins. Le SAVS, on est sur un entre-deux. C'est-à-dire qu'on est sur un public qui est quand même autonome, mais qui a besoin d'une aide aux démarches, notamment administrative, qui a besoin d'aide sur tout ce qui est gestion budgétaire, pour l'organisation de son quotidien, pour le soutien à la vie sociale, à l'insertion. Donc, on n'est pas tout à fait sur la même marche en termes de travail. Et la particularité du SAVS, c'est que il peut faire des visites au domicile, ce qui n'est pas le cas d'un groupe d'entraide mutuelle. Pas de visite à domicile. Donc, est-ce que pour l'instant, c'est bon pour vous? Mais ça, Alors, oui, alors, merci pour ce partage. Il y a une personne qui dit qu'elle partage son expérience, qu'elle a obtenu l'accompagnement du SAMSA et qu'elle bénéficie de la PCH. Oui. Effectivement, on avait une question, est-ce qu'on peut avoir un SAMSA et la PCH? bien sûr, c'est deux dispositifs différents. Voilà, on a des remarques, ce qui dit, ça suppose une information de psychiatre, ça dépend de l'accompagnement du psychiatre. Euh, Alors, on va y revenir tout à l'heure, effectivement. Enfin, ce qui va être noté par le psychiatre dans le certificat médical, dans les comptes rendus, va être absolument déterminant. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la MDPH, elle n'évalue pas une pathologie. Elle en tient compte. Mais il suffit pas de dire, la personne, elle est schizophrène, elle est bipolaire. Ça n'est pas un critère qui permet à la MDPH d'évaluer. Ça lui permet juste de dire, bon, elle a telle pathologie. Mais on sait que pour une même pathologie,
les conséquences dans la vie quotidienne pour la personne ne vont pas être les mêmes d'une personne à l'autre. Il y en a une qui va être plus autonome, qui va avoir peut-être une insertion professionnelle, et l'autre pour laquelle ce sera beaucoup plus compliqué, qui aura besoin de stimulation plus régulière. Donc, c'est vraiment au cas par cas, et c'est là où il y a nécessité d'être au clair et bien mentionner les retentissements fonctionnels, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire les conséquences de la pathologie dans la vie quotidienne. Donc, je vais y revenir, mais effectivement, il n'y a pas du tout de difficulté à obtenir et la PCH aide humaine ou même d'autres volets et un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. La différence entre le SAVS et le SAMSA, c'est que le SAVS n'est pas médicalisé, il ne propose pas de soins, c'est vraiment un accompagnement aux démarches, à l'insertion professionnelle. Le service d'accompagnement médical pour personnes adultes handicapées, lui, par contre, propose une coordination des soins. Il y a souvent d'ailleurs dans l'équipe donc un médecin, des infirmiers, des travailleurs sociaux, et on est sur un public pour le coup qui n'est pas forcément stabilisé. Donc vous voyez, on n'est pas complètement, on est sur 3 niveaux différents. Est-ce que pour l'instant c'est plus clair pour vous? Écoute, je pense que ça va. Alors, du coup, tu veux que j'affiche le SAMSA? Alors oui, donc Le par SAMSA. exemple, les objectifs du SAMSA, mais vous le retrouverez dans le fameux livret parce que ça fait beaucoup d'informations. Oui, c'est pas ça seulement de favoriser et d'accompagner vers l'autonomie, c'est de maintenir et de restaurer l'autonomie. Donc on n'est pas du tout au même niveau. On est sur la sécurisation des parcours de vie. Donc c'est plus du tout le même vocabulaire. On est sur prévenir les ruptures et l'hospitalisation. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes publics. Et on est bien sur la coordination des soins et l'accompagnement social. On est vraiment sur ces deux volets-là. Et on est sur des adultes qui présentent des troubles qu'on dit sévères ou instables. Donc, vous voyez, on n'est pas. Et donc là, tout comme le SAVS, par contre, il peut y avoir effectivement des visites au domicile, donc avec possibilité effectivement d'accompagnement aux soins. Tout comme le SAVS, on n'est pas sur une inscription souple comme le GEM, on est sur une orientation obligatoire de la MDPH. C'est-à-dire que vous pouvez très bien aller auprès d'un SAMSA ou un SAVS en disant voilà, moi j'accompagne ou je suis en situation de handicap psychique, j'ai telle difficulté dans le voilà. Parce que j'ai entendu que vous aviez des places, etc. Si vous n'avez pas d'orientation de la MDPH, même si les établissements ont des places, vous ne pourrez pas intégrer ces établissements. Ce sont des établissements médico-sociaux, Voilà, juridiquement. donc il y a une personne dans le chat qui dit donc le SAMSA n'est pas un foyer, mais c'est une plateforme de soins. Alors, une plateforme de soins, c'est un peu réduit parce qu'elle ne s'occupe pas que des soins. C'est une articulation entre un accompagnement médical et un accompagnement social pour des personnes dont la situation est moins stabilisée que sur un SAVS où on va être principalement sur de l'activité, de l'accompagnement social, de la favorisation de l'autonomie. On est plus sur une articulation des deux. C'est pas non plus un lieu d'hospitalisation. Non. Et on a des questions sur quelles sont les compétences des personnes qui accompagnent, quelles sont leurs formations. Alors du coup, on va peut-être pas trop détailler non plus, puisqu'on voudrait quand même vous parler Bah, de compléter écoutez, le dossier, ça, puisque c'est ça l'objectif. dépend. De fait, toute personne, il faut savoir quand on est dans un établissement social, pour y travailler depuis très longtemps, on doit montrer patte blanche. Parce qu'on est considéré comme accompagnant des personnes au regard de la loi dite vulnérables, avec une obligation de sécurité générale qui est très, très importante. Donc, autant vous dire qu'on doit produire au moment de notre recrutement des diplômes, donc
diplôme d'état d'assistante sociale, le diplôme de médecin, médecin psychiatre. On peut avoir des psychologues TCC. C'est très, très variable selon les orientations qui peuvent être prises. Mais en tout cas, on retrouve ce type de personnel. On peut avoir des animateurs ou des moniteurs éducateurs pour tout ce qui est activité, stimulation, des infirmiers, voilà. Ce sont les types de profils qu'on peut rencontrer. Super. Je t'ai mis la comparaison entre les trois dispositifs à l'écran. Voilà. Donc, comme vous l'avez entendu, pour le GEM, on est déjà sur un dispositif qui concerne plutôt un public qui est stabilisé, qui nécessite pas d'orientation vers la MDPH et qui va permettre d'être inscrit avec une simple adhésion et au volontariat. Pour le SAVS et pour le SAMSA, on est sur deux publics différents. Donc, un public pour le SAVS qui a besoin de favoriser son autonomie, d'être stimulé, d'être aidé dans l'organisation de sa journée, la constitution de ses démarches, l'ouverture de ses droits, l'adhésion à certaines activités. Et ça nécessite donc une orientation de la MDPH et la recherche ensuite d'un établissement SAVS ou SAMSA qui a une place. Le SAMSA, on est sur un public qui est qui n'est pas forcément stabilisé en termes de soins. On va être sur une articulation entre accompagnement dans le cadre des soins et accompagnement social pour tout ce qui est ouverture de droits, démarches, activités. Et ça nécessite également donc une orientation de la MDPH et pour le coup la recherche d'un établissement après avoir rempli le document unique d'admission. Ok, donc je vois Trois pas de dispositifs questions. différents. Donc je te propose qu'on passe au dossier administratif et au formulaire. Alors attention. Tu me Alors, je dis quand vois je que partage le formulaire. tu peux partager le formulaire. Je peux Alors, déjà, partager le formulaire? Ok, moi, allez. je vais un peu inverser pour une fois. Alors, je sais que vos micros sont coupés, mais il y a le chat. Ouais. Est-ce Je... que certains d'entre vous ont déjà rempli ce formulaire? Alors pour l'instant, oui, il y a oh là là, plein de oui. Oui, plein de oui. Plein de Est-ce oui. que vous l'avez trouvé facile? Non. Ben oui. Il y en Et a un, et alambiqué, pas du tout. Ah, il y en a qui disent que c'est assez clair, très long. Ok, très bien. d'accord. Bon, deux fois. Je me Alors, suis habituée depuis, je ne sais pas combien de temps, mais très long. Oui, ça demande oui, du temps. Ok. Donc là, je vous partage à l'écran la version du formulaire que moi j'appelle cliquable, mais qui est disponible hein, sur le site MPH et que vous pouvez récupérer si vous ne déposez pas votre dossier. Et je vous le conseille plutôt d'utiliser MDPH en ligne si vous le pouvez. Vas-y Nadia, dis-moi ce que je... d'abord, je sais que certains d'entre vous, j'imagine très bien, sont devenus ce qu'on appelle des aidants experts, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent sur le bout des doigts la complétude de ce dossier qu'ils doivent remplir si tellement régulièrement. Mais c'est un dispositif, enfin, en tout cas, c'est un dossier qui est très compliqué, y compris pour les professionnels, parce que il est particulier, il contient dans un même dossier tout un tas de dispositifs, avec des conditions d'éligibilité qui sont tout aussi différents les uns que les autres. On les a vus brièvement sur la fois d'avant, aujourd'hui sur le SAVS et le SAMSA qui sont pas tout à fait les mêmes. Donc, je vais en revenir tout le temps à mon curseur, ça va être vraiment les besoins. Alors d'abord, le dossier administratif, vous le savez peut-être pour ceux qui l'ont déjà rempli, mais pour ceux qui ne le connaissent pas bien, il est divisé en plusieurs parties. Alors, ils ont eu la gentillesse de nous faire des codes couleurs différents. Donc, on a toute une partie qui est en grand A. Vous allez m'entendre tourner les pages parce que pour le coup, j'ai besoin d'avoir un petit repère du dossier.
Donc, qui s'appelle donc identité, grand B, donc vie quotidienne, donc voilà, grand C, vie sociale, pour le coup, ou étudiante. Hop, on y va. J'arrive. Non, moi, il faut que je scrolle, Pardon, donc je suis encore excuse-moi. à vie quotidienne. Et vous voyez, Alors, voilà, non, ça y mais est. je te demande pas de là, voilà. Le grand D qui est la situation professionnelle. Je Yes, j'y passe, suis. voilà. Il y a à chaque fois plusieurs pages. Le grand E qui est l'expression des besoins de droits et de prestations. Alors attention là-dessus, on va être vraiment, je vais insister à un moment donné beaucoup là-dessus, sur vie quotidienne, expression des besoins. Et on a donc le grand F, vie de votre aidant. Voilà. Donc ça fait déjà pas une mince affaire. Je vais mettre de côté pour l'instant le certificat médical. Bon, je vais passer très vite sur tout ce qui relève de l'identité. Euh, sur la question, alors vous avez vu que sur les premières pages, on a la signature de la personne en situation de handicap. Je pense qu'il y aura un thème dédié à la protection juridique, mais vous savez que selon que la personne soit sous sauvegarde judiciaire, enfin sous garde de justice, ça va plus loin, curatelle simple, curatelle renforcée ou tutelle, soit c'est effectivement le mandataire judiciaire ou la personne en charge du protégé qui va signer, ou sinon ça va nécessiter une co-signature pour passer très rapidement là-dessus, mais je pense qu'il y aura vraiment un temps dédié à un moment donné. Alors, il est très important, si vous l'avez quand même, d'inscrire le numéro de sécurité sociale. Ça vous permet quand même d'être repéré assez rapidement. Et pareil, de cocher si le numéro d'allocataire CAF, si vous l'avez. Alors, pour une question toute simple, c'est que si la personne est déjà allocataire, bah, ça facilite les flux entre la MDPH et la CAF, puisque la MDPH est censée envoyer la notification d'accord, notamment pour l'allocation adulte handicapé, à la CAF notamment. Je ne vais pas m'attarder sur tout ça. Alors, faut pas, j'ai quand même la page 3 de ce qu'on appelle toujours votre identité, qui est dédiée à vous êtes aidé dans vos démarches. Alors, moi, je vous conseille de la remplir quand c'est le cas, parce que c'est vrai que ça permet aux travailleurs sociaux, à l'équipe pluridisciplinaire de la MDPH, si besoin, de pouvoir vous contacter, en plus de la personne accompagnée si besoin. Tout comme il vous est demandé si vous autorisez la MDPH à contacter l'équipe d'accompagnement ou le médecin traitant ou le médecin spécialiste. Moi, je vous conseille également de l'accepter parce que parfois, ça permet de rattraper un dossier qui serait pas suffisamment précis. Il arrive, ce n'est pas systématique, mais que le médecin de la NDPH se mette en lien avec le médecin qui accompagne ou le service d'accompagnement positionné auprès de du demandeur, et ça peut parfois faire changer les droits. Donc, je passe assez vite sur l'identité. Alors, grand B, on va s'attarder un petit peu là-dessus. Première page, votre vie quotidienne. Alors, on a votre vie quotidienne. Vous vivez, tu es dessus? Oui, oui, je suis dessus. Super. Vous vivez seul, en couple, avec vos parents, donc avec vos enfants. Vous avez un logement indépendant ou pas. C'est quand même important de noter, de le préciser parce que ça donne une petite idée de votre situation. C'est sûr que symboliquement,
Et concrètement, c'est pas la même chose si vous vivez seul dans un appartement indépendant que si vous vivez donc avec vos parents dans un logement qui n'est pas le vôtre. Donc, c'est des petits indicateurs, ça, pour l'équipe pluridisciplinaire, pas déterminants, mais qui donnent quelques éléments. Ensuite, avez-vous déjà eu un accident précisé? Alors, j'ai envie de vous dire cette question, il faut vraiment que ça apporte quelque chose. Si la personne a eu un grave accident, que ça a généré effectivement une incapacité importante, c'est intéressant de le mettre. Sinon, ça n'a pas d'intérêt particulier. Donc, l'idée, c'est pas de remplir ce qui n'a pas forcément d'intérêt pour vous. Aide financière et ressources. Vous recevez les aides et ressources suivantes. Bon, ça, c'est intéressant. Donc, vous avez une première case avec allocation aux adultes handicapés. Vous avez une deuxième case avec allocation chômage versée par un. Et vous avez la fameuse case dans les 12 mois précédant votre demande. Avez-vous perçu un revenu d'activité, un revenu issu d'un ESAT, etc. Alors, cette case, elle est déjà, on ne vous dit pas, mais elle est facultative et elle a une grande incidence. Vous vous souvenez, la dernière fois, je vous ai dit qu'il y avait deux types d'AH. Il y avait une allocation adulte handicapé, donc qui nécessite, qui est entre une RSDAE, une réduction substantielle et durable à l'accès à l'emploi, et une AH complète pour ceux qui ont une carte priorité. Et je vous avais raconté que quand j'avais accompagné une patiente en CMP, elle avait une AH, donc avec un taux d'incapacité entre 50 et 79%, mais elle n'avait pas demandé la réduction substantielle et durable à l'accès à l'emploi. Ça veut dire que elle n'était pas censée travailler même à temps partiel, puisqu'elle n'avait pas cette mention. Sauf qu'elle a rempli cette petite case, elle a mis qu'elle travaillait depuis un an, elle a complété ses salaires, et ça a eu pour conséquence qu'elle a perdu l'allocation adulte handicapé. Donc moi, je ne vous conseille pas forcément de cocher cette case, puisque de toute manière, une fois, ça n'est pas la MDPH qui évalue si l'allocation peut vous être effectivement versée au regard de vos ressources. C'est la CAF. Donc, je vous conseille plutôt de mettre en avant les besoins et les difficultés, et plutôt de transmettre vos ressources à la CAF, mais pas dans le dossier MDPH. De même, pensez, si vous avez la crainte que la personne soit reconnue entre 50 et 79%, sauf si elle est sur un trouble très sévère et que vous savez que l'accès à l'emploi ne va pas être possible, à demander la RSDAE. Alors, je sais, ça figure nulle part, malheureusement, mais n'hésitez pas quand même à y penser maintenant que vous savez que ça existe. La pension d'invalidité, c'est pareil. Juste après, on vous demande si vous êtes en pension d'invalidité première catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie. Alors, vous avez envie de le mettre, tant mieux, mais ça n'est pas obligatoire. Pourquoi? Parce que c'est pareil, c'est lorsque vous allez demander le versement à la CAF, on va vous redemander ces documents et que la CAF va évaluer si, au regard du montant de votre pension d'invalidité, vous êtes éligible donc à l'âge ou non. Hein, je vous donne un exemple. Vous avez une pension d'invalidité qui s'élève à 1 400 € par mois. Vous n'aurez pas d'AH puisqu'elle est supérieure au montant attribué par défini aujourd'hui, qui est de 1 033 €. Par contre, vous avez une pension d'invalidité qui est autour de 300 €, vous aurez potentiellement une AH différentielle, c'est-à-dire 1 033 € moins les fameux 300 € de pension d'invalidité que vous percevez. Mais ça, la CAF, elle est parfaitement en mesure de faire les calculs. Ça ne vous empêche pas de mentionner qu'il y a une invalidité, etc. Mais pour les calculs, ça pourrait être fait par la CAF. Est-ce que pour le coup, c'est clair pour vous? Je n'ai pas de remarques dans le chat, donc je pense que ça roule. J'avance. Ok. On est dans vie Alors, quotidienne.
Tout à fait. On en arrive à la fameuse aide technique, donc matériel ou équipement. Alors, à chaque fois qu'on voit cette case, on se dit, oui, mais c'est pour les personnes en situation de handicap moteur, ça ne me concerne pas du tout. Faux! Eh bien, ça peut être, vous voyez, il y a plusieurs cases. Aménagement du logement, on a l'aide technique, effectivement, on a l'exemple de la barre d'appui, le truc classique, le déambulateur ou autre. Mais des équipements qui vont permettre d'organiser sa journée, des timers, euh, une nécessité de travailler la lumière de certaines pièces pour créer des lieux d'apaisement. Ça peut entrer dans l'aide technique. Mais par contre, il faut bien le spécifier, ce qu'on entend par aide technique. Vous voyez, moi, je vous l'ai expliqué. Ça peut être des lumières qui permettent l'apaisement. Ça peut être un isolement renforcé parce que la personne supporte très, très mal les bruits. Mais il faut pouvoir l'étayer. Mais l'aide technique, elle concerne tout autant les personnes en situation de handicap psychique que les personnes en situation de handicap visuel ou moteur. C'est juste qu'il va falloir préciser. On a ensuite l'aménagement du véhicule ou l'aide animalière. Alors, on en a parlé la dernière fois. L'aménagement du véhicule, c'est pas, c'est pas forcément, donc certains déjà conduisent, mais ça peut être aussi le fait de pouvoir ne pas pouvoir prendre le véhicule et d'être devoir être accompagné parce qu'on n'est pas en mesure de prendre le volant, c'est trop stressant, ça génère de l'angoisse. Et l'aide animalière, parce qu'il peut y avoir des chiens d'assistance qui peuvent avoir aussi donc une action pour apaiser. Et donc, ça peut rentrer là-dedans dès lors que ça correspond bien aux besoins de la personne. Donc, on peut tout à fait rentrer dans ce contexte-là. Ensuite, on a ce qu'on appelle l'aide à la personne. Alors, vous avez votre famille, un accompagnement médico-social autre. Et à côté, vous avez un professionnel de santé à domicile. Alors, donc les services infirmiers à domicile, les SIAD, pour ceux qui peut-être les utilisent, vous savez que c'est normalement remboursé et pris en charge par la sécurité sociale, c'est quand même pas mal de le mettre. Pourquoi? Parce que ça permet un peu d'avoir une idée des différents accompagnements qui sont nécessaires pour la personne, soit que vous aidez ou que vous êtes. Alors, l'aide humaine, c'est pas parce qu'on a coché votre famille que c'est le seul élément qu'on doit cocher. Ça peut être aussi, donc il peut y avoir une aide de la famille et un accompagnement des médico-social. Tout à l'heure, il y avait une personne qui disait, mais est-ce que moi, je peux avoir et la PCH et un SAMSA? Donc, si par exemple, la personne est en SAMSA, ça ne veut pas dire que vous ne l'aidez pas en tant qu'aidant. Donc, il ne faut pas hésiter à cocher les deux cases. L'une ne va pas contre l'autre. Mais par contre, moi, professionnelle, je vais me dire, ah, donc là, il y a besoin à la fois d'une aide de l'entourage et il y a à la fois besoin d'une aide d'un accompagnement social. Donc, ça commence à me donner des petites billes sur un peu le profil et les besoins pour la personne, pour entourer, pour faire que la personne elle maintienne son autonomie. Et autre, je sais pas, est-ce qu'il y a eu des dispositifs particuliers, par exemple un GEM, vous voyez, le GEM, c'est pas un établissement médico-social, c'est pas un accompagnement médico-social. Donc on peut le mettre, le groupe d'entraide mutuelle. J'ai une Tout à question, fait. Nadia, dans le Oui. chat. Est-ce qu'on peut mettre la psychologue à cet endroit-là? Alors, on peut tout à fait mettre la psychologue à cet endroit-là. Et on va le remettre ailleurs. On peut mettre la psychologue, bien sûr, on peut mettre le psychiatre. Le tout, c'est vraiment de bien préciser tous les accompagnements, les aidants familiaux et professionnels, quand il y en a, familiaux ou professionnels, pour qu'on puisse se rendre compte du besoin. Alors, ensuite,
présence d'une personne auprès de l'enfant. Bah là, on est pour les adultes. Là, l'enfant, ça donnera lieu peut-être à un autre volet. Donc, on ne remplit pas, on n'est pas concerné. D'accord? Il y a un petit tableau sur l'ensemble des besoins. Donc, on passe en B2. Donc, vos besoins dans la vie quotidienne. Ah, extrêmement important. Après tout le petit texte, vous avez un certain nombre de cases. Vous avez la petite case pour régler les dépenses courantes. Entre parenthèses, loyer, énergie, habillement, alimentation. Bah, alors, là, vous allez me dire, oui, mais par exemple, moi ou la personne que j'aide, bah, des fois, elle y arrive, mais quand elle n'est pas bien, elle n'y arrive pas. Ça, la MDPH, elle n'aime pas. Parce que elle aime se dire que soit c'est quelque chose de durable, c'est pas quelque chose de passager. Alors, c'est terrible ce que je vais vous dire, mais là, pour le coup, il va falloir se poser la question, est-ce que ça arrive régulièrement? Si régulièrement, il y a besoin de stimuler la personne qu'elle gère, ses dépenses, euh, s'il y a besoin de contrôler, s'il y a besoin de l'aider, bah là, il faut la cocher, la case, hein. Et ça donne encore une indication. Ça veut dire que non seulement peut-être qu'elle a besoin d'un double accompagnement, et familial, et médico-social, mais en plus, bah, on comprend que sur la gestion des dépenses, c'est pas ça. Ensuite, deuxième case, pour gérer son budget, donc, et répondre aux obligations. Alors, il faut bien s'attarder. Dans la petite parenthèse, vous avez démarches administratives, assurance, impôts. Bah, on sait très bien que pour bon nombre de personnes qui souffrent de handicap psychique, bah, parfois faire ces démarches, c'est terrible. Ça paralyse. En tout cas, moi, j'ai accompagné énormément de personnes qui n'étaient pas en mesure de faire leurs démarches seules et de suivre seules ou de manière très ponctuelle ou en dents de scie. Eh bien, si c'est le cas, il faut absolument cocher cette case. Excusez-moi. Donc, absolument cocher cette case. Ensuite, pour s'habiller. Alors, ça, je m'arrête quelques secondes. Oui, mais alors, enfin, pardon, j'ai sauté. Pour l'hygiène, je vais les mettre dedans. Pour l'hygiène corporelle ou pour s'habiller? Oui, mais attendez, Madame Medjed, je vous dis ce que j'ai entendu plein de fois, mais ça ne me concerne pas. Je ne suis pas en situation de handicap moteur. J'ai deux bras, j'ai deux jambes, je peux marcher, je peux m'habiller et je peux prendre mes douches. Oui, d'accord. Sauf que quand il y a des situations de crise plus ou moins longues, on a aussi des personnes qui ne parviennent plus à se doucher parce qu'ils sont complètement recroquevillés, parce que c'est trop compliqué, qui ne parviennent plus à s'habiller seuls et pour lesquels il faut une stimulation quotidienne. Et bien, si c'est le cas, il faut le cocher. Vous voyez, il faut vraiment penser toujours à se dire, ça n'est pas que pour les personnes en situation de handicap moteur, c'est bien pour moi, mais au regard de ma pathologie. Donc, souvent, ces cases ne sont pas cochées parce que ça paraît infantilisant. Oui, mais c'est que de temps en temps que j'ai besoin d'aide. Eh ben non, le temps en temps, la MDPH, elle l'aime pas. Donc, de temps en temps, c'est foutu. Et hop, vous sortez des cases, ça veut dire que vous n'avez pas forcément besoin d'aide dans les actes de la vie quotidienne. Mais vous pouvez en avoir besoin quand vous êtes dans des grosses situations de dépression, de crise, si vous êtes up and down, voilà. C'est pour faire les courses, c'est le même principe. On peut avoir des personnes qui sont dans des moments où non seulement pour faire les courses, pour préparer le repas ou même les prendre, vont arrêter et il va falloir les stimuler continuellement. Alors donc dans ce cas, il faut absolument cocher ces cases. Et ensuite, plus tard, vous allez être concret et donner des exemples, des détails. Ensuite, pour faire le ménage et l'entretien donc des vêtements, c'est tout pareil. On a des personnes qui, dans certaines phases, ne font plus du tout leur ménage.
Donc, il faut quelqu'un absolument pour les stimuler, les aider, faire avec eux. Et ensuite, pour prendre soin de sa santé, on sait aussi que parfois, le pilulier ou le traitement, il est arrêté parce que on vous dit, mais non, mais ça y est, je me sens très bien, tout va bien, mais non, j'ai plus besoin du traitement. Et puis de nouveau, ça reglisse. Donc, il y a nécessité peut-être de mettre un dispositif, une auxiliaire de vie, tout un rituel pour aider à la prise du traitement. Donc, tout ça, c'est à valoriser et à mettre. Donc là, on est juste, on coche les cases et après, on va l'étayer dans un écrit. Mais si vous l'étayez dans un écrit et que vous ne cochez pas les cases, ou que vous ne cochez pas les cases et que vous n'en dites rien, alors même que finalement c'est un besoin crucial, eh bien la MDPH, elle n'a pas de boule de cristal, elle ne saura pas que c'est un vrai besoin et elle ne pourra pas l'évaluer. Est-ce que pour l'instant là-dessus, c'est OK pour tout le monde? Alors, il y a une question qui dit, d'accord, mais si on le coche, qu'est-ce que ça apporte de plus? Ah, eh bien toutes ces cases qui paraissent anodines, elles vont permettre d'évaluer si la personne, elle relève d'une prestation de compensation du handicap ou pas. Et donc, si elle peut bénéficier d'une aide humaine, d'une aide technique, de charges spécifiques exceptionnelles. Alors, je vais refaire un truc. D'une aide humaine pour être stimulée dans sa vie quotidienne, d'une aide technique s'il y a besoin d'apaisement, de charges spécifiques exceptionnelles, je vous l'ai dit la dernière fois, pour payer des frais de psychologue qui ne sont pas pris en charge. Donc, derrière ces cases, en réalité, se cachent des droits. Donc, si vous ne les cochez pas parce que vous estimez que la personne ne rentre pas dans ces besoins-là, j'ai pas de sujet. Si en réalité, elle a ces besoins, je vous conseille de les cocher parce que derrière, il y a des droits. Merci Nadia. Alors, je te fais accélérer un tout petit peu parce qu'il est Je sais, 20h22 et je sais que tu veux nous raconter encore plein de je choses. sais, mais il y a beaucoup, beaucoup. Je vous dis, à un moment donné, il faudra qu'on. Alors, j'essaie, je vais vraiment axer là-dessus. Je pourrais pas axer sur tout, mais aujourd'hui, je vais vraiment axer sur les besoins. Alors ensuite, la page d'après, donc qui traite du besoin de se déplacer. Alors, c'est pareil, on va me dire, moi j'ai pas de problème, j'ai toujours mes fameux deux jambes et deux bras. Sauf que parfois, on a des personnes qui ont des moments où sortir du domicile, ça n'est pas possible parce que ça génère une angoisse terrible. Prendre les transports en commun, se mêler aux autres, ça génère des crises. Et donc ça, il faut le mettre et il faut le cocher. C'est pas parce qu'on est en situation de handicap psychique que on n'a pas de difficulté pour sortir du domicile, y entrer. Ça me paraît, voilà, moins concerné effectivement, mais pour en sortir, pour se déplacer dans le domicile, c'est effectivement ça vous concerne moins, mais par contre pour sortir à l'extérieur, ça peut. Ça peut en cas de crise, en cas d'angoisse. Pour utiliser un véhicule, si la personne, à chaque fois qu'elle est au volant, et ça génère une angoisse et qu'elle ne conçoit pas de pouvoir conduire, oui, il faut le cocher. Pour utiliser les transports, si l'interaction, la présence, le fait de toucher, d'être au contact des autres, d'être serré, ça va générer des crises. J'ai rencontré de nombreux patients dans ces situations-là, où le fait de, ne serait-ce que de s'engouffrer dans le métro, ça crée un sentiment d'oppression. Eh bien, il faut cocher la case et en plus, il faut l'expliquer. Toujours pour les mêmes raisons. La dernière fois, je vous ai parlé de la PSH sur coût de transport. S'il y a nécessité de prendre un petit bout en charge pour du transport adapté, il faut que la NDPH elle puisse comprendre pourquoi. Alors, pour partir en vacances, pareil, je vous ai expliqué rapidement que il y avait possibilité de prendre les surcoûts liés au transport. Tout simplement, vous partez sur un lieu de vacances, on ne va pas vous payer votre location, on ne va pas vous payer votre séjour. Par contre, s'il y a besoin d'un service de soins à domicile,
pour veiller à ce que le traitement soit pris, s'il y a besoin d'une aide humaine pour stimuler, s'il y a besoin de dispositifs particuliers, eh bien, la MDPH va pouvoir prendre le surcoût, c'est-à-dire ce qui vient en plus. Attention, sur de l'aide aux vacances, on doit présenter le dossier très, très, très en amont, au moins 1 an avant le départ. C'est pas pratique, mais je vous donne un peu la règle du jeu. Donc, vous voyez que il faut lire le dossier au regard de la situation de handicap et que ça n'est pas parce qu'on est en situation de handicap psychique qu'on n'est pas concerné par ces questions. Alors ensuite, besoin au niveau de la vie sociale. Alors, pour s'exprimer, se faire comprendre, ça peut dépendre. Si chaque interaction génère du conflit, de l'incompréhension, des malentendus, même si la personne a une grande éloquence, ou si elle ne se parle qu'à elle-même, ou qu'il y a des, euh, des hallucinations, enfin, visuelles et sonores, et ça a forcément un impact sur l'interaction à l'autre. Donc oui, il faut le cocher. Vous voyez? J'essaie de vous expliquer à chaque fois au regard de la maladie psy pour que ce soit plus clair pour vous. Donc, pour avoir des activités sportives et des loisirs, ça va dépendre effectivement de la capacité à supporter le collectif, à pouvoir être en interaction à l'autre. Est-ce que ça veut dire que elle rencontre des difficultés pour aller sur une salle de sport? Il faudrait plutôt quelque chose d'individualisé, d'adapté, en petit groupe. Si c'est le cas, il faut cocher la case. Alors, pour les relations donc avec les autres, donc plus largement, donc c'est ce que je vous disais juste avant, pour s'occuper de sa famille, ça peut, si la personne est à un moment donné où elle est en grande dépression et qu'il a besoin de prendre le relais, surtout que bon, j'en ai pas parlé, j'ai pas eu le temps la dernière fois, mais il y a ce qu'on appelle la PCH parentalité qui permet aux personnes en situation de handicap qui ont des enfants de moins de 7 ans de bénéficier d'une prestation supplémentaire qui va permettre de percevoir de l'aide technique pour s'occuper de l'enfant et de l'aide humaine pour s'occuper de l'enfant. Voilà. Ensuite, pour être accompagné dans la vie citoyenne, oui, ça peut. Si aller voter, si avoir une vie associative, c'est un frein parce que les interactions, la vie collective, c'est pas possible, oui, ça peut. Pour assurer sa sécurité, si la personne n'a aucune conscience des limites et qu'elle a tendance à se mettre en danger, oui, il faut le cocher également. Voilà. Donc tout ça, toutes ces cases qui paraissent agaçantes, parce que c'est ce qui me revient souvent, incompréhensibles, elles sont extrêmement utiles à l'équipe pluridisciplinaire pour essayer de comprendre quels sont les besoins et donc les droits. Ensuite, vous avez les attentes pour compenser la situation de handicap. Alors, qu'est-ce que la personne ou l'aidant ensemble, la personne et l'aidant, estiment nécessaire pour que la personne puisse être maintenue dans son autonomie? Alors, vivre à domicile, est-ce que c'est vivre à domicile, par exemple? Est-ce que c'est vivre en établissement? Donc, foyer d'accueil médicalisé, maison d'accueil spécialisée. Donc, on n'en a pas parlé, mais peut-être ce fera l'objet d'autres sessions. Est-ce que c'est un aménagement du lieu de vie, donc avec une pièce un peu plus isolée, un éclairage apaisant, que sais-je? Est-ce que c'est une aide humaine, quelqu'un qui vient stimuler régulièrement la personne dans les actes de sa vie quotidienne? Vous voyez, derrière tout ça, on retrouve toujours les marqueurs de la PCH et même de l'allocation adulte handicapé, vous allez voir. Est-ce que c'est une aide pour se déplacer? Donc, est-ce qu'il y a besoin, par exemple, d'un forfait pour pouvoir prendre du transport véhiculé? En fait, c'est ça qui se cache derrière. Est-ce que du matériel ou un équipement? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a besoin de PCH et de technique? Est-ce qu'il y a besoin d'un timer, d'un organizer, que sais-je, fonction d'équipement pour d'apaisement, enfin voilà. Une aide financière,
Donc, pour des dépenses liées au handicap, de manière plus large, donc ça peut être de cacher derrière des besoins pour le psychologue, donc la fameuse charge spécifique exceptionnelle. Vous voyez que ces petites cases tout à fait anodines et agaçantes, derrière, il y a vraiment des droits et des petits symboles rattachés aux fameuses Z dont je vous avais parlé la dernière fois. Accompagnement pour l'adaptation, la réadaptation à la vie quotidienne. Donc, alors c'est moins proposé là, mais ça me fait penser forcément aux groupes liés aux habiletés sociales, euh, aux établissements médico-sociaux qui vont aider justement à la définition du projet professionnel ou qui vont permettre d'accompagner en amont, donc au travers d'un SAMSA par exemple, avant d'aller sur de l'insertion, enfin que sais-je. Ensuite, un accueil temporaire en établissement, puisque vous pouvez également, selon la situation et l'état de santé, bénéficier de ce qu'on appelle 90 jours en établissement au titre du répit. Donc, c'est ça qui se cache dessus. Ça veut dire que vous avez une notification qui vous permet, donc dans l'année, de pouvoir orienter, inscrire en établissement la personne que vous accompagnez ou que vous êtes. Et donc là, il vous faut effectivement l'orientation. Donc une aide animalière, parce que derrière l'aide animalière se cache la PCH aide animalière, qui est un forfait de 50 € qui permet de payer un peu de croquettes, un peu de soins, pour les chiens d'assistance. Réaliser un bilan de capacité dans la vie quotidienne, donc voir effectivement, ça peut être lié à la vie professionnelle, ça, un bilan de compétences, comprendre quelles sont ses capacités, voilà. Et une aide financière afin d'assurer un revenu minimum. Alors ça, c'est typiquement l'allocation adulte handicapé, puisque je vous ai dit la dernière fois, l'allocation adulte handicapé, contrairement à la prestation de compensation du handicap, est un minimum social avec lequel vous pouvez payer vos dépenses du quotidien, loyer, vêtements, contrairement à la prestation de compensation du handicap qui, elle, est là pour venir financer le surcoût lié au handicap. Donc, les conséquences. Vous voyez que derrière ces cases se cachent toujours des droits et des dispositifs. Alors, Merci Nadia pour. je vais juste finir par la page d'après et après, compte tenu du temps qu'on a, on passera au certificat médical. D'accord, et on prendra je te passe. Alors la page d'après, c'est la vie Alors, quotidienne. Tu veux laquelle? oui, c'est celle-là. C'est ce qu'on appelle dans le jargon, donc, le projet de vie, vous entendrez souvent ça, et c'est une partie de l'expression des besoins. Alors, cette page, elle est toute blanche, mais elle est extrêmement importante. Très, très, très souvent, elle n'est pas complétée et elle est négligée, à tort. Parce qu'il y a tout un tas de cases. Mais ça dit pas qui vous êtes. Ça dit pas quelle est votre situation. Ça dit pas quel est l'être humain qui se cache derrière ces cases. Et quels sont les besoins qui se cachent derrière ces cases. Quelles sont les difficultés concrètes qui se cachent derrière ces cases. Ça ne dit rien de tout ça. Donc c'est absolument important d'humaniser ce dossier. Alors ça peut être une page qui est jointe à côté pour dire quoi? Le projet de vie, c'est pas le projet de sa vie, c'est pas le projet idéal, c'est pas un CV, c'est pas on va vous trouver un logement, c'est pas ça. C'est de dire à un moment T, je dis bien à un moment T, parce que la situation elle peut évoluer et donc nécessiter le dépôt d'un nouveau dossier, c'est d'expliquer à un moment T quels sont concrètement ses besoins et donc ses difficultés. Si par exemple, dans ce courrier ou dans le certificat médical, j'ai bonjour, je m'appelle André, je suis schizophrène, je demande la H. Ça ne sert à rien.
Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas quelles sont vos difficultés. Je ne peux pas évaluer. Par contre, si je dis bonjour, je m'appelle André, je suis atteinte d'une schizophrénie qui fait qu'aujourd'hui, le fait de faire mes démarches me génère des crises, des angoisses qui font que je suis obligée de demander de l'aide d'une personne, d'un aidant, d'un proche, d'un professionnel pour faire avec moi, pour faire à ma place. Je ne parviens pas à me doucher, à me m'habiller seule dans les moments de dépression qui sont réguliers. Attention, qui sont réguliers. N'oubliez pas, chronique et durable. Si ça n'est que qu'occasionnel, vous ne rentrez pas dans les cases du handicap. Eh bien là, ce sont des exemples concrets. Je ne parviens pas à organiser ma journée. Je commence, je perds la notion du temps. J'ai du mal à me concentrer. Ah, je commence à comprendre comment fonctionne Monsieur André et quelles sont les conséquences de sa schizophrénie dans son quotidien. Là, ça commence à m'intéresser. Pourquoi? Parce que je vais enfin pouvoir avoir des billes pour évaluer et savoir si cet André, il a besoin donc d'une AH, d'une prestation de compensation du handicap. Voilà, j'ai eu plein d'expériences, j'ai essayé de travailler, ça s'est traduit à chaque fois par des licenciements parce que j'ai des problèmes d'interaction sociale, j'ai une grande fatigabilité, je n'arrive pas à me concentrer sur une tâche, malgré les adaptations qui ont été mises en place. Ah ben là, ça me part. Je me dis, ah bah oui, bah alors là, il a peut-être besoin d'une allocation adulte handicapé, oui, peut-être qu'il peut pas travailler à temps complet. Et voilà. Et donc là, vous venez, un, d'humaniser le dossier et deux, d'expliquer concrètement à la MDPH qui est André, quels sont ses besoins, quelles sont ses difficultés. Alors, je vais être terrible. Et je ne le dirai qu'entre nous, c'est que ça ne sert à rien de dire ses forces à André, mais plutôt vraiment ses besoins et ses difficultés. Je me souviens d'une personne, un jeune autiste, dont les parents étaient extrêmement fiers d'avoir dit que ce jeune, il progressait, mais il progressait à sa mesure. Ça avait valu à la famille et à cet enfant, mais c'est la même règle pour les adultes, une perte de droit. Sauf que le quotidien, il était toujours le même. Donc, mettez bien en avant les besoins et les difficultés. C'est un peu dur de dire ça, mais c'est ça que veut voir la MDPH pour pouvoir évaluer. C'est quels sont ses besoins et ses difficultés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de force, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de ressources, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autonomie, qu'il n'y a pas plein de choses qui sont faites. Mais ce qu'elle veut, la MDPH, c'est savoir comment elle va pouvoir aider à l'autonomie. Si vous lui dites que je suis autonome, que je fais tout seul, que voulez-vous qu'elle fasse? Bon, je réponds aux questions. On prendra peut-être plus de temps les prochaines fois. Et on passera Ouais, au alors, certificat quand médical. même, Même ce si qu'on voilà. peut dire, Nadia, et je vais te partager les questions, c'est que quand Monsieur André, il a raconté ses besoins, ses des difficultés, et s'il a des dépenses qui l'engagent, surtout, il faut joindre les factures de la psychologue, il faut joindre, J'allais y venir dans le certificat médical, mais vas-y, on peut le dire tout de suite. voilà, de joindre toutes les dépenses nécessaires et de bien dire quand vous avez, comme ça permettra d'anticiper la question que j'ai vue, qui est quand vous avez un aidant familial, de bien préciser qui intervient et de parfois de donner aussi un métrique. De dire, ben voilà, j'ai une auxiliaire de vie qui vient à domicile, j'ai ma mère, j'ai mon frère, tout ce que vous voulez, et c'est tous les jours, 1 heure par jour, 2 heures, 3 heures. Alors, dans les questions, une question qu'on a, je ne sais pas si on peut répondre, ça va être difficile. Est-ce que toutes les MDPH dans toutes les régions ont la même compréhension de ce document et des différentes rubriques à remplir? Alors, en fait, elles n'ont pas toujours la même compréhension. Toutes les associations dont je fais partie vous disent qu'il peut y avoir un traitement différencié selon les MDPH. Ça n'engage que moi, j'en assume la responsabilité, mais de nombreux professionnels le disent. Pour autant, toutes sont d'accord pour dire que plus vous détaillez, plus vous étayez, plus vous expliquez concrètement en fait les choses, plus vous leur donnez de billes pour comprendre et plus vous vous donnez de billes à vous pour saisir
bah, les juridictions compétentes si vous n'avez pas obtenu gain de cause. Vous voyez la réponse? C'est un peu ça. Donc, vous avez tout intérêt à expliquer de manière très concrète. Ça les intéresse pas. André a des difficultés. Oui, d'accord. Lesquelles? Donc, si c'est ça, vous avez André travaille. Oui, d'accord. Mais donc, il travaille, c'est génial. Mais c'est quoi ces difficultés? C'est quoi son besoin? Mais pour travailler, ben, André, il est obligé d'être à temps partiel. Il a un aidant sur le lieu de travail. Moi, j'interviens 1 à 2 heures par semaine ou tous les jours pour les stimuler, pour l'aider à se laver, à sortir. Je l'accompagne dans les, donc, faire le tour du quartier parce que les transports, il n'envisage pas du tout de les prendre. Ça génère de l'angoisse. Moi, ça a des conséquences pour moi en tant qu'aidant. J'ai dû réduire mon temps de travail. Et si en plus vous prouvez que vous avez demandé une réduction du temps de travail parce que vous êtes l'aidant d'une personne en situation de handicap, bah, ça vient crédibiliser ce que vous dites. Euh, je l'accompagne à ses rendez-vous psychologiques parce qu'il n'est pas en mesure de prendre les transports. C'est trop compliqué, ça l'angoisse terriblement. Voilà, là, ça me parle. Là, je comprends. Mais si c'est vous dites, il est en difficulté, je travaille, ou bonjour, moi je vous écris pour trouver un logement et pour trouver du travail, bon bah la NDPH elle va vous dire au revoir. Et les juridictions compétentes, si vous faites appel de la décision, qui est possible, va également vous dire au revoir. Mais je vais pas être simple, hein, je vais peut-être répondre à quelques questions. C'est-à-dire que vous aurez beau être super concret, hyper précis, etc. dans votre dossier, le remplir au cordeau. Si le certificat médical lui-même n'est pas correctement rempli, vous n'obtiendrez pas les droits. Parce que autant le dossier MDPH, l'argumentaire que je vous ai mentionné, qui peut être accompagné des argumentaires des services d'accompagnement femmes, MAS, SAVS, SAMSA, GEM, que sais-je. Donc, si le certificat médical ne vient pas corroborer ce que vous écrivez dans le dossier administratif, ça ne servira pas à grand-chose. Je vois qu'il y a plein de questions qui s'affichent. Oui, mais en même temps, j'essaye de répondre parce qu'il est 20h42, on n'a pas encore parlé du certificat. Oui, je sais. Il y a des questions. Alors, sur le 92, je suis en train de répondre dans le chat. 92 n'est pas facile. Ouais, mais Alors, le 92, je vais vous dire, la 92, MDPH 92, vous avez intérêt non seulement à bien argumenter, mais surtout à avoir un dossier, un certificat médical très étayé et qui mette en avant que c'est durable et constant. Si vous dites que c'est ponctuel, c'est fini pour vous. C'est terrible. Je fais pas de langue de bois. Je suis prête à faire face à mes collègues s'il faut, mais il faut vraiment extrêmement détailler et que le certificat médical soit au cordeau. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais passer très vite, mais le certificat médical, il est constitué, tout comme le dossier administratif, de plusieurs pages où sont notés. partage ou pas? Oui, tu peux le partager. Attends, j'y suis pas. Là, vous voyez mon ordi. J'arrive. Voilà, ça y est. J'ai partage le certificat médical. Voilà. Alors, le certificat médical, déjà, première page. Très important. Vous avez au milieu à peu près de la page plusieurs questions sur est-ce que la situation a évolué en gros. Alors, je la lis bien comme il faut. Donc, l'état de santé, entre parenthèses, diagnostic, signes cliniques de votre patient a-t-il changé? Si vous constatez qu'elle a changé, que vous avez tout étayé et que votre médecin dit non, elle n'a pas changé, elle est identique à celle d'avant, c'est fichu. Donc, s'il y a une dégradation, s'il y a donc des besoins supplémentaires, il faut absolument que le médecin mette que oui, la situation a changé. Si c'est une première demande, il faut ne rien cocher, ni oui, ni non. D'accord?
Les retentissements fonctionnels. Alors, les retentissements fonctionnels, le jargon, c'est quoi? C'est les conséquences de la pathologie sur la vie quotidienne. C'est ça. C'est, il y a du mal dans les interactions, ça génère des conflits, il peut pas faire ses démarches, il y a besoin de stimulation pour qu'il s'habille, se lave, etc. C'est les retentissements fonctionnels. Donc, est-ce que ces retentissements fonctionnels, donc, demande de la vie, donc c'est pareil. Est-ce qu'il y a des retentissements fonctionnels? Est-ce que ont-ils changé? C'est pareil. Si vous considérez que ça s'est dégradé, il faut mettre que oui. Si c'est une première demande, il n'y a pas de sujet, vous ne mettez rien. La prise en charge thérapeutique de votre patient, tac, 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 a-t-elle été modifiée? Là, par contre, que ce soit une première demande ou un renouvellement, si vous allez plus souvent voir le spécialiste, s'il a changé de traitement, qu'il y a un traitement plus lourd, qu'il y a un service d'accompagnement plus, qu'il y a une orientation vers un psychologue, il faut mettre que oui. Si c'est écrit non, ok. Alors, ensuite, ce qui est hyper important, c'est de ne surtout pas oublier de mettre le numéro de sécurité sociale, parce que sinon le dossier peut être perdu ou pas être joint, pas être retrouvé avec le dossier administratif qui va bien. Donc, c'est très important. Ensuite, il y a toutes les parties sur les pathologies. Alors, je dis bien les pathologies. Si la personne a plusieurs pathologies, on sait que parfois, par exemple, la schizophrénie, elle cache d'autres pathologies associées. Donc, il faut toutes les mettre parce que chaque pathologie va permettre de définir un certain taux d'incapacité et que l'ajout de toutes ces pathologies va permettre effectivement d'évaluer les choses différemment. Mais ça ne suffit pas. Ok, on a des pathologies, mais à un moment donné, l'histoire de la pathologie, la description clinique actuelle, donc c'est purement médical, ça ne nous dit pas quels sont les retentissements fonctionnels. Donc, ce qui va être extrêmement important, et en page 3, on commence tout juste à l'évoquer, c'est de faire part des retentissements. Donc, en page 3, on a une question qui est cruciale. Perspective d'évolution globale. Ça paraît tout bête. Est-ce qu'il est stabilisé? Est-ce qu'il est en aggravation? Est-ce qu'il y a une incapacité fluctuante? Attention, parce que certaines MDPH, je pense à la 92, n'aiment pas les incapacités fluctuantes. Ça veut dire que des fois, il va bien. Je le dis, même si c'est une réalité. Est-ce qu'il y a une évolutivité majeure? Ça, c'est hyper important de le mettre. Parce que pour le coup, ça va permettre de savoir ce qu'il en est. Alors Nadia, je te partage deux questions parce qu'on est vraiment dans le sujet. Il y a une question qui dit s'il y a une progression sur la prise d'autonomie et qu'on le signale, est-ce qu'il y a un risque d'une baisse de l'incapacité de 80%? Tout à fait. Euh, Oui. Une réponse en langue de bois. Oui. Voilà. Et si le précédent certificat médical dit qu'il a un besoin humain et que la demande a été acceptée et que nous faisons une demande de renouvellement, est-ce qu'il est possible d'indiquer qu'il n'y a pas d'évolution? Ça, savoir avec votre médecin. Moi, ça, je peux pas vous dire ça. Je peux juste vous dire que s'il y a une progression positive, oui, il peut y avoir un taux d'incapacité qui est revu, des droits qui sont revus. Si sur le certificat médical précédent, il y avait de l'aide humaine et que sur le certificat d'après, il n'y en a pas parce qu'on estime que c'est moins nécessaire, ça peut se traduire par une perte de droits. Enfin, une perte de droits en tout cas, une évaluation comme quoi la personne ne relève plus de ses droits. On va dire ça plutôt comme ça. Oui, c'est une réalité. Merci Nadia. Je pense que là, sur ces questions-là, je les ai toutes vues. Alors, je vais passer sur tout ce qui est déficience sensorielle, etc., parce que malheureusement, on est pris par le temps. Je vais aller directement à la grille. Donc, c'est le numéro 6, un retentissement fonctionnel et ou relationnel.
savez, c'est un peu mon leitmotiv du jour. Alors, vous avez plusieurs éléments. Vous voyez, vous avez, pour aller à l'essentiel, A, réaliser sans difficulté et sans aucune aide. B, réaliser avec difficulté, mais sans aide humaine. C, réaliser avec aide humaine, directe ou stimulation. Vous voyez? Et ça, ils l'ont bien mis dans le dossier. Et D, non réalisé. Ensuite, ne se prononce pas. D'accord? Alors, derrière cette typologie, cette catégorisation, il y a des aides. Si la personne, elle réalise seule, sans aucune difficulté, ou si elle réalise seule avec difficulté, il n'y aura pas de PCH. Et l'âge, ça va être très, très juste. Je vous le traduis pour le coup exprès. Donc, reprenons quelques exemples. Vous vous souvenez, tout à l'heure, on parlait des fameuses petites cases agaçantes. Marcher. Je dis, mais moi, j'ai pas de problème pour marcher. C'est quoi le bazar? J'ai 2 jambes encore, j'ai mes 2 bras. Se déplacer à l'intérieur, se déplacer à l'extérieur. Ben, on revient se déplacer à l'extérieur. Ben, quand la personne, elle veut pas sortir, qu'elle reste complètement cloîtrée et qu'il lui faut de la stimulation, si votre médecin, il met A ou B, au revoir l'aide humaine, au revoir la PCH aide humaine, au revoir peut-être certains droits. Alors que peut-être la personne, elle a besoin de stimulation. Alors si elle n'a pas besoin de stimulation, pas de sujet, elle n'en relève pas. Vous voyez? Donc comme quoi se déplacer. Mais le médecin, il est comme la MDPH, il connaît le patient dans sa pathologie, mais pas toujours dans les conséquences dans la vie quotidienne. Donc, moi, le conseil que je donne, si le certificat médical n'est pas le reflet de la réalité, parce qu'il doit toujours être le reflet de la réalité, et que le médecin ne prend pas le temps de le remplir, allez en voir un autre. Ou vous lui demandez une séance dédiée, ou quitte à ce qu'il y ait un petit surcoût, parce que c'est possible dans la réglementation, pour qu'il le remplisse correctement, en écoutant les difficultés que vous allez lui expliquer. Alors, les problèmes pour les personnes malades psy, mais pour aussi d'autres situations de handicap, c'est que parfois, ils sont face au médecin et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont minimiser les conséquences. Mais non, aujourd'hui, je suis bien. Je n'ai eu aucun problème pour sortir. Oui, mais depuis des semaines, il est stimulé pour devoir sortir. Et ça, il va pas le dire. Donc ça, c'est absolument important de se poser. Quand c'est possible, si la personne accepte d'être accompagnée et de dire les choses. C'est toujours pas simple. Je vous dis les choses comme ça, mais je sais que c'est infiniment plus compliqué. Préhension main dominante. Bon, là, effectivement, on est peut-être moins concerné. Là, on est plutôt sur, effectivement, du handicap moteur. Mais utiliser le téléphone, certains, ça peut les angoisser. Communiquer avec les autres pour ceux qui ont des problèmes d'interaction sociale. Il faut mettre C. Vous voyez bien, les petites cases agaçantes, elles ont un lien avec les petites cases du certificat médical. Et elles ont un lien avec les droits et les différents dispositifs délivrés. Donc, voilà, c'est pour vous donner quelques exemples. Donc, maîtrise du comportement, donc tout ça. Gestion de la sécurité personnelle. Je vous le redis, si vous dites oui, mais c'est que de temps en temps, la majorité des MDPH, elles vont retenir c'est que de temps en temps. Voilà. Donc, réfléchissez bien à tout ça. Voilà les indications, les vigilances sur lesquelles je voulais vous alerter. Ne soyez pas flous, soyez extrêmement concret. La description de votre quotidien et du quotidien de la personne que vous accompagnez ou que vous êtes.
est souvent bien plus parlante que tout un tas de salam alek. Et surtout, prenez le temps avec le médecin de bien lui expliquer votre vie quotidienne parce que lui, il n'est pas chez vous. Il vous voit peut-être de temps en temps lors d'un rendez-vous médical et il n'a pas toujours connaissance du fait que en ne cochant pas la bonne case, eh bien, vous n'aurez pas les aides qui vous sont pourtant absolument indispensables. Donc, voilà, en tout cas, le sésame, c'est le dossier MDPH. Et le Sésame Plus qui va permettre l'ouverture de droit parce qu'une meilleure évaluation de votre situation, eh ben, c'est tout l'argumentaire dans le dossier administratif. Les deux sont liés. J'espère Voilà. avoir répondu à un maximum de vos questions dans ce délai aussi court. Il en reste une ou deux, Nadia, et après on va peut-être s'arrêter parce que du coup on a largement dépassé, mais c'était hyper, enfin important, il me semble. Et je pense qu'avec Nadia, peut-être on vous reproposera un cycle d'information ou de formation, je sais pas comment est-ce qu'on peut le dire, l'année prochaine avec peut-être un peu plus long. Donc il y a une question qui dit si le malade peut sortir dans l'environnement proche et on a des cœurs qui apparaissent dans l'écran. Si le malade peut sortir dans l'environnement proche 500 mètres autour de la maison, mais pas plus loin, est-ce qu'on coche la case C sur déplacement à l'extérieur? Ben oui, parce que ça veut dire, mais c'est pas, il faut par contre, je vais vous redire, l'idée c'est pas de dire, mon proche n'est pas, sort jusqu'à 500 mètres. Ok, mais pourquoi? Parce qu'il est casanier, parce qu'il est très attaché à son quartier. Je me fais un peu l'avocate du diable, hein. Non, mais par contre, si vous me dites, il ne peut sortir qu'en milieu qu'il connaît absolument, au-delà de ces 500 mètres, ça génère une angoisse, des crises, et il ne peut pas être accompagné seul, bah, je ne vais pas avoir la même lecture. Vous voyez? Alors, on a partout. Merci beaucoup, merci beaucoup. Hyper intéressant, merci beaucoup. Donc, on vous remercie, nous, de nous avoir écoutés. On vous fera une session l'an prochain avec plaisir. Oui, peut-être qu'on Merci pour verra, l'entretien, c'est trop mignon. on reverra peut-être le format parce qu'on voit qu'une heure c'est un peu court et Non, peut-être qu'on c'est trop fera court. Ouais, je pense qu'on va faire des focus sur des sujets particuliers pour avoir le temps d'échanger plus sur vos questions parce que je vous ai dit ce qui est compliqué dans ce dossier, c'est que ça paraît être un seul dossier, mais ça cache de très nombreux dispositifs aux critères d'éligibilité qui sont très diverses et très différents. voilà. Donc, j'ai vu qu'il y avait des demandes vraiment plus spécifiques sur la PCH. Alors, quand même, pour ceux qui n'étaient pas là la fois dernière, retournez lire le petit livret. Et avec Nadia, on réfléchira à vous faire ces propositions. Nadia, que je remercie parce elle est encore au travail et elle nous a donné de son temps bénévolement. Donc, merci à toi. Et tu as plein de petits cœurs. Je sais que tu ne peux pas les voir, Si, mais je les vois, je les vois, je les vois. Je les vois voilà. tisser hyper grossis. Je vois plein de petits cœurs. C'est trop mignon. Je vous remercie à tous. Et puis, bah, on va essayer de concevoir bah, peut-être des temps avec des focus sur des sujets qui vous intéressent particulièrement. Là, l'idée, c'était déjà de balayer de manière un peu générale, même si on a essayé de vous donner plusieurs clés. Et puis, on revient là, on a compris PCH, AH, plus en détail, surtout comme je vous le disais tout à l'heure, on attend des modifications sur l'allocation aux adultes handicapés. Oui, je pense qu'on pourra vous proposer ça l'année prochaine. En tout cas, bonne fête à tous. Et oui, vous pouvez recevoir le livret de la précédente conf. Celui d'aujourd'hui, il n'est pas encore finalisé, mais vous le recevrez, je pense, après les fêtes. Voilà, on va être très honnête avec vous. On vous souhaite de Oui. très belles fêtes de fin d'année et on vous dit donc à très bientôt. Très belle fête à tous et encore bravo à l'association Promesse pour cette initiative. Oui, ouais, et pensez si vous pouvez à adhérer parce que adhérer, ça nous permet aussi d'exister. Et voilà. Allez, je coupe tout. Au revoir. Bonsoir. Attends, il faut que j'arrête l'enregistrement. Hop.